Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui s'appelle les 10 commandements du marketing digital. On a souhaité faire le point ce début d'année sur les 10 sujets qui nous semblent clés, qui nous semblent prioritaires. Alors vous allez voir, on va aborder de très nombreux sujets. Avant de démarrer, on va se présenter très rapidement. Et puis pour commencer, je fais une petite remarque technique sur le fonctionnement de ce webinaire. Pour commencer, et pour qu'on se sente moins seul, est-ce que ceux d'entre vous qui sont là, qui sont déjà là, pourraient se manifester dans le chat pour qu'on vous voit? Ouais, super, bonjour. Impeccable, on se sent moins seul comme ça, c'est top. Donc bonjour à tous. On se retrouve donc pour 3 quarts d'heure. On va vous présenter dans la demi-heure qui vient, je le disais à l'instant, les 10 sujets qui nous semblent clés sur 2021 concernant votre plan d'action marketing digital. L'idée, c'est que chacun de ces 10 sujets, ce soit du concret pour que chacun de vous puisse s'en emparer dans vos missions respectives. On va commencer par se présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Objectif Papillon. Donc, Objectif Papillon, c'est une agence très digitale qui est située à l'Union, en proche banlieue de Toulouse. On existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années et on accompagne les entreprises sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est ce qu'on appelle Stories, c'est le positionnement de la marque, la stratégie de contenu, la création de contenu aussi, on fait de la production et l'animation des réseaux sociaux. Ensuite, le deuxième pôle de l'agence s'appelle Booster, c'est le pôle qui est lié à la performance digitale. Alors, la performance digitale, ça prend 2 formes principales. La première, c'est la publicité, qui elle-même, et vous allez en entendre parler lors de ce webinaire, peut prendre plein de formes. Voilà, le référencement payant, la programmatique, etc. On y reviendra. Et la deuxième forme que prend chez nous la performance digitale, c'est le référencement naturel. Et on a Aurélien avec nous qui nous en parlera. Troisième pôle de l'agence, qui est le pôle le plus historique, puisque nous avons commencé par cette activité-là, c'est le pôle web, dont l'activité est la création de sites Internet, que ce soit des gros sites institutionnels, des sites marchands, e-commerce, ou des petites landing pages qui sont créées dans le but de faire des campagnes. Le point commun de ces 3 pôles, c'est notre capacité à livrer des campagnes. Et on commencera par là, vous allez voir, ce sera le premier des 10 points et j'y reviendrai dans un instant. Donc, merci à tous ceux qui se manifestent en commentaire. Bonjour à tous, bienvenue. Je laisse mes 2 collègues se présenter. Manon? Oui, donc je suis Manon Dufour et je suis en charge de la publicité chez Objectif Papillon. Aurélien Miklas, je suis performance manager pour plusieurs clients d'Objectif Papillon, c'est-à-dire que j'analyse les performances et je conseille mes clients sur les sujets de performance. Et j'ai eu une forte ascendance SEO. C'est un des sujets principaux de mes actions. Des sujets principaux. Donc on est parti pour ces 10 commandements. Une dernière remarque technique sur la manière dont vous pouvez interagir avec nous. Nous allons donc passer 30 minutes à faire cette démonstration des 10 commandements. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec vous. Pour préparer ce temps d'échange, vous avez dans la fenêtre du chat un petit point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe quand on l'utilise? Vous pouvez le tester. Quand vous avez une question que vous souhaitez poser, et que vous souhaitez qu'on traite dans la dernière partie de ce webinaire, moi, je vous invite à cliquer sur ce point d'interrogation avant de rentrer et de valider cette question. Ça nous permettra de la stocker, de la garder de côté et on y répondra à la fin de cet événement. Voilà, donc à bien garder en tête, si vous avez une question et que vous souhaitez qu'on y réponde pour ne pas qu'elle soit perdue dans le flux des commentaires, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ce point d'interrogation. C'est terminé pour cette introduction. On va donc lancer les échanges sur ce premier commandement. Tu réaliseras des campagnes cross-canal. Alors, je le disais à l'instant, on a 3 pôles chez Objectif Papillon, la marque, le contenu, la performance digitale et le web. Le point commun de ces 3 pôles, c'est la capacité de réaliser des campagnes digitales, voire un petit peu plus. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de campagne cross-canal. Alors, campagne cross-canal, là, ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu pour la première fois cette année ou en 2020. C'est un terme et un concept qui existe depuis pas mal de temps. Retour rapide
en quelques bullet points sur une histoire qui dure depuis maintenant 20 ans. Très rapidement, évidemment, il s'agit de le traiter rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Avant 2000, le web est un vilain petit canard. On le traite peu ou pas dans le cadre de campagnes digitales, de communication. Justement, pas digital à l'époque. Entre 2000 et 2010, c'est l'époque où vraiment le web est entré directement comme un outil, comme un levier qu'on a identifié comme essentiel dans le cadre de campagnes globales, mais ça arrive à la fin. On décline les campagnes sur le web. Et moi, c'est l'époque où j'ai commencé à travailler, quand je suis sorti de l'école. Et moi, j'ai commencé en tant que community manager dans une agence qui faisait du social media. Et on avait ce cas de figure qui se répétait à chaque fois, c'est qu'on s'occupait des réseaux sociaux pour de belles entreprises qui avaient des belles ambitions et des beaux budgets sur des campagnes nationales. Et en fait, il se passait à chaque fois la même chose. Il y avait des campagnes qui étaient montées avec une agence conseil en communication. Et puis, vraiment au dernier moment, c'était souvent 2 semaines avant le lancement de la campagne, on nous appelait, on nous disait, voilà, comment on peut activer cette campagne sur les réseaux sociaux, voilà les créas, voilà les messages clés, allez-y, proposez-nous quelque chose. Et donc, ça arrivait au dernier moment. Entre 2010 et 2020, révolution, prise de conscience globale dans tout le marché du marketing et dans tout le secteur de la communication de l'importance que prennent les réseaux sociaux. Et donc, on s'est mis à complètement prendre le sujet à l'envers avec, pour la première fois, des campagnes à l'époque qu'on appelait 2.0, Social First, où on considérait que les réseaux sociaux étaient le point d'entrée. Et donc, toute la réflexion stratégique sur les campagnes de com était construite dans un sens complètement inverse, avec les réseaux sociaux en tant qu'outil et les internautes en tant que public actif étaient pensés directement dans la conception de ces campagnes. Ce qu'on peut dire, une fois qu'on a fait la synthèse de tout ça, c'est que dorénavant, il ne faut plus déconnecter online et offline. C'est terminé. C'est vraiment la reco qu'on peut vous faire. Nous, on y croit à fond, à cette reco. On est une agence très digitale chez Objectif Papillon, mais vous allez le voir avec un exemple qu'on va vous donner juste après. On se positionne aussi sur des campagnes cross-canal, sur des leviers offline, avec du print, avec de l'affichage extérieur. C'est très important pour une marque, y compris une marque B2B, qui n'a pas forcément des budgets d'envergure nationale, d'être visible et de proposer des messages sur différents leviers. Alors, rapidement, pour avancer, bon, dans l'histoire des campagnes cross-canal, la fameuse campagne Oasis Bifruit qui a fait date, pourquoi? Parce qu'elle avait mis en parallèle une campagne de communication Facebook et un spot vidéo qui était diffusé au cinéma. C'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire et c'était absolument révolutionnaire. Il y a un peu cet effet vu à la télé que beaucoup de gens connaissent bien et qui continue d'être d'actualité. La télé continue d'être un levier très, très performant. Cette notion de cross-canal, on l'avait vraiment retrouvée avec cette campagne. Autre exemple, là, ça rejoint un peu ce que je disais à l'instant quand je parlais de campagne qui était pensée social first, la campagne Angry Tweets de Burger King qui affichait des tweets dans la rue. Très, très intéressant quand on est passionné de communication d'analyser cette campagne. On est allé chercher des tweets d'internautes qui étaient dans l'attente, puisque Burger King a su jouer très intelligemment sur l'attente et sur le teasing de l'ouverture de ces restaurants. Et ensuite, ils ont affiché ces tweets sur les chantiers au moment où il y avait la construction de ces restaurants dans les différentes villes concernées par les tweets. Alors, pour répondre rapidement aux questions qui viennent d'être posées, oui, il va y avoir un replay de cette conférence, absolument, c'est prévu. Et est-ce qu'on peut faire une rapide définition de offline et online? Absolument. Le offline, c'est tout ce qui n'est pas nécessairement lié à Internet. Le online, c'est tout ce qui est sur le web. Voilà, pour résumer. Pour conclure, un exemple de campagne cross-canal qu'on a pu réaliser chez Objectif Papillon avec cet exemple pour Belin Promotion, qui est un promoteur immobilier qui commercialise des résidences essentiellement à Bordeaux, à Toulouse, mais également sur la côte basque. Un exemple avec une résidence premium que nous avons commercialisée avec eux sur le centre-ville de Toulouse. Voilà, un exemple de cross-canal, affichage métro. Alors, vous ne le voyez pas forcément très bien, mais c'est sur la droite de la photo avec un spot de 10 secondes en affichage digital métro.
campagne en référencement payant, display programmatique et social ads donc sur les réseaux sociaux. Et puis, présence digitale avec la création de mini-sites dédiés à l'opération. Vous avez sur la gauche 2 exemples de pubs digitales qu'on a activées, mais c'est des exemples, hein, ce n'est pas du tout exhaustif. Vous avez sur la gauche un exemple sur Instagram, qui est devenu un levier de trafic intéressant, y compris sur des campagnes immobilières. Et vous avez le deuxième exemple, qui est l'habillage d'un portail IMO aux couleurs de cette campagne. Voilà pour ce premier commandement. Deuxième commandement, avoir un atterrissage de campagne qui est optimisé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place une super campagne et que les gens ont cliqué sur votre lien, il faut se poser la question de où ils arrivent et est-ce que votre atterrissage, votre page d'atterrissage est optimisée. Et là, tout l'art de l'atterrissage va être de penser captation. Que vous ayez un site, un mini-site ou une fiche produit, l'objectif va être vraiment de multiplier les call to action, les appels à l'action dans votre page pour inciter à l'action vos utilisateurs et tout simplement avoir un maximum de performance, un maximum de leads. Il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Ça peut être tout d'abord de mettre en place une promesse forte sur votre atterrissage. Pourquoi est-ce que l'internaute aurait envie d'aller plus loin, aurait envie de me donner ses coordonnées? Alors, je peux lui proposer peut-être un premier rendez-vous de découverte gratuit. Je peux lui proposer de télécharger une brochure. Je peux lui proposer d'être rappelé par un conseiller. L'objectif, c'est vraiment de donner quelque chose en fait à l'utilisateur pour lui donner envie, tout simplement. Il y a des tas d'outils qui existent pour booster la captation. Ça peut être notamment les pop-in, c'est ce qu'on voit à gauche dans la capture d'écran à gauche, où ça va être un formulaire en fait qui apparaît dans votre page pour inciter l'internaute à l'action. Ça peut être des formulaires en haut et en bas de page, ça peut être des chatbots. Bref, l'objectif est vraiment de multiplier les outils pour booster vos performances. Au-delà d'une page d'atterrissage optimisée sur votre site, ce qui fonctionne très bien, c'est aussi les landing pages. Une landing page, ça va être une page qui est vraiment construite autour de votre campagne, où tout le contenu est pensé et adapté à votre campagne. Par exemple, je suis un promoteur immobilier à Toulouse et je veux vendre des appartements à Toulouse. Je vais créer une landing page uniquement sur ces appartements à Toulouse pour être vraiment dans mon cœur de cible. Quelqu'un qui clique par exemple sur mon annonce AdWords va arriver sur une page qui est complètement en adéquation avec sa requête. L'objectif dans cette landing page, ça va être de supprimer les opportunités de fuite. C'est-à-dire que le message doit être clair, qu'on évite les liens sortants. On veut que l'internaute se concentre vraiment sur cette page-là et aille finalement au bout du tunnel, c'est-à-dire jusqu'à la conversion. Dans cette landing page, on va pouvoir mettre en place des éléments de réassurance. Ça peut être par exemple des avis clients, tout simplement pour que vos utilisateurs apprennent dans cette landing page finalement à vous faire confiance. Ça peut être aussi rappeler les points clés de l'entreprise, ses atouts. Bref, on essaye de séduire un petit peu finalement l'utilisateur et de le rassurer. Et encore une fois, le nerf de la guerre, multiplier les call to action dans votre landing page pour, encore une fois, vraiment pousser l'utilisateur à interagir avec vous. Les statistiques qu'on voit dans les campagnes qu'on gère, c'est qu'une landing page optimisée peut vraiment booster les performances d'une campagne. Une landing page optimisée, en général, c'est un taux de conversion qui peut être multiplié par 5. Donc, l'impact est assez énorme et un coût de conversion des campagnes qui peut être divisé par 4. Donc voilà, c'est vraiment des éléments. Maintenant, je vais peut-être répondre à la question qui vient d'être posée. Avec une landing page SEO, peut-il être aussi efficace, du moins une landing page SEO peut-elle être aussi efficace que sur un site plus complet? Alors, j'ai pas trop compris, je vais reformuler. Une landing page SEO, oui, peut être aussi efficace qu'une landing page marketing, mais les objectifs ne sont pas totalement les mêmes. Une landing page purement marketing pour une campagne AdWords, display ou emailing, son objectif, c'est de faire transformer le plus rapidement possible l'internaute. On est dans un entonnoir. La landing page SEO, elle peut être très bien travaillée avec des call to action,
mais elle est là aussi pour faire rester l'internaute sur le site et peut-être découvrir d'autres pages. Mm. Mais elle peut être aussi performante. Merci Aurélien. Je passe au point 3. Tu maîtriseras tes inventaires programmatiques. Donc, pour rappel, la programmatique, c'est l'action de faire des campagnes display, mais avec des enchères qui sont automatisées. Il y a deux façons de faire de la programmatique. Il y a la première solution, qui n'est pas vraiment une solution d'ailleurs, où on va laisser les clés à la machine, entre guillemets. Je pense par exemple à une campagne de programmatique sur Google Display, où on va dire Google, j'ai une créa, maintenant j'ai des bannières, tu me les diffuses où tu veux. Donc nous, on n'aime pas trop cette solution, c'est l'objectif papillon. Et la deuxième solution, ça va être de dire, je veux faire une campagne display en programmatique. Par contre, j'ai envie d'avoir vraiment un contrôle sur les emplacements, sur les sites Internet où vont être affichées mes bannières. Donc, dans la première solution, on a le risque de se retrouver dans des emplacements un petit peu étranges, sur des sites un petit peu étranges, bref, sur des emplacements où on n'a pas du tout envie d'être diffusé. Et dans la deuxième solution, on va pouvoir vraiment choisir les emplacements sur lesquels on est affiché et donc choisir évidemment des sites premium et en accord avec notre marque, avec notre message et avec notre cible. Donc, c'est résumé dans cette phrase. Du coup, ce qu'on souhaite faire dans une campagne display programmatique, c'est d'avoir des inventaires premium. On est là dans une logique vraiment de brand safety, où on va choisir plutôt des emplacements de qualité plutôt que de la quantité. Je préfère être affiché sur, on va dire, 50 sites qui sont hyper qualitatifs plutôt que sur 200 sites qui n'ont rien à voir avec ma marque et rien à voir avec mes objectifs de campagne. Évidemment, on va aussi choisir des emplacements qui sont cohérents par rapport au ciblage de votre campagne. Si je suis dans une campagne immobilier, par exemple, où je cible des personnes qui veulent acheter une maison, un appartement, je vais plutôt aller sur des sites comme Bien Ici, Imo Neuf, des portails Imo super quali. Donc c'est vraiment ça à quoi il faut réfléchir quand on met en place ces sites, c'est où sont mes cibles finalement. C'est d'ailleurs très bien résumé, on vous a mis un article à droite. C'est la personne en charge de la publicité chez Se Loger qui dit qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus afficher en fait en programmatique sur Se Loger. Pourquoi ? Parce que les annonceurs et les médias vont de plus en plus vers du display 100% qualifié et non justement sur du tout automatique où on va se retrouver sur des emplacements pas quali. De plus en plus, en fait, on se tourne vers un mix de gré à gré et de programmatique. C'est-à-dire de gré à gré, par exemple, encore une fois, je prends l'exemple d'une campagne dans l'immobilier. Je vais aller voir directement Se Loger. Je vais passer donc en gré à gré avec lui pour mettre en place une campagne 100% personnalisée sur Se Loger avec des créas très premium, des emplacements très premium. Et à côté de ça, je peux avoir une campagne programmatique où je vais être diffusée un petit peu plus largement, mais encore une fois, tout en gardant des médias de qualité. Donc, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire et expliquer la méthode Objectif Papillon concernant la programmatique, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on met en place des bouquets thématiques. C'est-à-dire c'est des listes de sites en fait qui sont sélectionnés manuellement, donc des sites premium, et qui sont adaptés aux objectifs de la campagne. Donc on peut avoir un bouquet immobilier, un bouquet éducation, un bouquet vraiment média premium. Bref, on s'adapte en fait à chaque fois aux objectifs des campagnes. L'objectif évidemment, c'est de co-construire ces listes avec nos clients. Nos clients savent en général plutôt bien où sont leurs cibles et en général, c'est beaucoup plus pratique et performant de co-construire ces listes-là.
Et le troisième point, c'est toujours avoir des campagnes géolocalisées. Alors, c'est super de faire une campagne en programmatique et d'être affiché sur Le Figaro, par exemple, mais si ma cible est à Toulouse et que je diffuse au niveau national, il y a beaucoup moins d'impact et on est beaucoup moins ciblé. Donc, l'objectif, c'est de vraiment rester dans une campagne programmatique qui est à la fois ultra ciblée en termes de médias de qualité, mais aussi en termes de zones géographiques. Pour répondre juste rapidement à Isabelle, oui, absolument, on peut exclure des emplacements. C'est tout l'enjeu de ce que vient de dire Manon quand elle parle de bouquet thématique. On a la main sur la diffusion de ces campagnes et on ne fait pas confiance aveuglément aux plateformes. Manon, je te laisse enchaîner. Oui, du coup, c'est Aurélien, je lui passe la pardon. Alors, tu construirais une stratégie emailing performante. Chez Objectif Papillon, lorsqu'on a commencé à développer les leviers marketing pour nos clients, on a commencé par le SEO et ensuite, on est très rapidement passé à l'email marketing, bien avant AdWords. Pourquoi? Parce que Manon a parlé des outils de captation sur un site. Une fois que vous avez capté du visiteur, qui s'est inscrit à une newsletter, qui a rempli un formulaire, vous avez une base de données de contacts qui est qualifiée. Et cela vous coûtera toujours moins cher de réactiver ces contacts, d'entretenir la relation, que de lancer une campagne AdWords. Le conseil qu'on vous donne, c'est de rythmer et segmenter vos emailing. Vous avez X façons de faire de l'emailing, de la newsletter éditoriale, de la newsletter produit, des emailing très promotionnels monosujets ou multisujets. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'email automation. Quelqu'un qui demande des informations sur un programme immobilier, comme Manon l'a montré, on peut très bien imaginer le fait qu'à J+7, il reçoit un emailing de relance, un email de relance. À J+30, il reçoit un email qui lui donne des conseils pour accélérer la vente. Sachez aussi que vous pouvez segmenter votre audience. Vous pouvez uniquement vous adresser aux internautes de votre base qui ont cliqué sur le dernier mail, qui ont ouvert le dernier mail et qui ne sont pas allés sur le site réaliser une action, par exemple, qui n'ont pas converti. Donc, je le répète, c'est beaucoup plus rentable qu'AdWords. Quand on parle de rentabilité, c'est le coût financier de l'action par rapport au nombre de leads que vous captez. C'est très performant, comme ce sont des contacts qualifiés, ils ont plus tendance à transformer, c'est-à-dire à laisser leurs coordonnées ou à acheter. Et c'est un canal très polyvalent. On peut faire à la fois du storytelling, du commercial, de la réactivation, ou ne serait-ce que envoyer un petit mail à l'internaute une fois qu'il a acheté un produit pour l'inciter à laisser un avis sur le site, par exemple. Très polyvalent. Alors, deux exemples, un client B2B et un client B2C. Alors, en B2B, souvent, on a des taux de conversion qui sont supérieurs au B2C. Ce qui est constant, c'est que quel que soit le canal, c'est toujours l'emailing qui a les meilleurs taux de conversion. Ce client B2B a un taux de conversion supérieur à 10%. Donc, pour 100 internautes qui sont arrivés sur le site suite à l'envoi d'un email, 10 ont réalisé une action, ont transformé leur visite en une demande de contact ou un achat. En B2C, taux de conversion de 2,89, alors que les autres canaux sont beaucoup plus bas. Une dernière chose sur l'email marketing, on s'est rendu compte lors du premier confinement que les internautes privilégiaient ce canal. On a eu de très bons résultats sur les campagnes qu'on a lancées lors du confinement. Donc, il ne faut absolument pas s'en priver en ce moment. On va passer aux réseaux sociaux. Alors, juste petite parenthèse, certains en commentaire nous signalent qu'on va un petit peu vite. Ça fait partie du concept, hein, effectivement, on est obligé d'aller assez vite. On a 10 sujets à traiter en 45 minutes. Voilà, effectivement, on n'ira pas très très loin en profondeur sur chacun de ces sujets. On va tenter de répondre à chacun de vous ensuite. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de vous offrir ce panorama. Donc, on a parlé de pas mal de sujets déjà, hein, emailing, programmatique, campagne cross-canal, etc. Parlons des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui reposent plus que jamais sur le contenu.
hein. Sur les réseaux sociaux, on a, en tant que marque, un enjeu essentiel auquel on doit répondre, c'est comment capter l'attention, comment sortir du flux, comment se démarquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, la concurrence est extrêmement forte, elle est encore plus forte qu'il y a une dizaine d'années. On a des algorithmes des réseaux sociaux qui vont trier. Hein, vous le savez, tout n'est pas publié. Lorsque je me connecte à Facebook ou Instagram, eh bien, il n'y a pas forcément toutes les pages et toutes les personnes avec qui je suis en relation qui apparaissent, il y a un tri. Donc, ça repose, votre visibilité en tant que marque repose sur la qualité de vos contenus. Qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu? D'abord, c'est un contenu qui respecte les règles des algorithmes. Une vidéo n'a pas la même audience qu'un format lien, par exemple, qui renvoie à l'extérieur du réseau social. Ça, il faut le savoir. Un album photo sur LinkedIn avec plusieurs photos va générer du clic et de l'interaction, ce qui fait que ça va gonfler la note que LinkedIn va donner au contenu et ça va gonfler la visibilité du post. Alors, on n'a pas là encore le temps de passer en revue tout ce qui fait le bon contenu en fonction des règles des algorithmes, mais sachez qu'il y a beaucoup de documentation là-dessus. C'est important à garder en tête, hein. Tous les contenus ne se valent pas. On est sur des réseaux qui ne nous appartiennent pas. De la même manière que quand on va chercher à avoir un site qui soit en première page de Google en référencement naturel, c'est des règles qu'on ne choisit pas, qui sont arbitraires, qui sont imposées par ces grands acteurs et qu'on se doit de respecter si on veut jouer le jeu. Deuxièmement, il y a des astuces pour capter l'attention, au-delà du respect des différents algorithmes. Capter l'attention, des couleurs vives sur des réseaux qui sont souvent sur des fonds blancs, mettre des éléments d'animation sans forcément avoir une vidéo extrêmement complexe, mais avoir des éléments un petit peu animés, du carrousel qui va donner envie à l'internaute de faire dérouler les visuels, des sujets qui passionnent les internautes, évidemment. Mais bon, ça paraît évident, mais parfois une marque a tendance à être très auto-centrée et à considérer que les réseaux sociaux, c'est uniquement le reflet de la rubrique actu de leur site web. Non, être bon sur les réseaux sociaux, c'est aussi aller à la rencontre des internautes et aussi pouvoir parfois prendre la parole sur des sujets qui ne sont pas 100% liés à la marque et au produit. Il faut le garder en tête aussi. Bon, voilà, le Graal, c'est d'engager une relation avec les internautes. Et en plus, si c'est une relation durable qui se répète, c'est encore mieux. Il faut savoir que les internautes sont des audiences très volatiles. Un exemple de la manière dont on se positionne sur les stratégies de contenu social média, un exemple avec un de nos clients, la marque Lismer, qui est une marque qui fait du leasing bateau, une marque du groupe Capital Finance. Un exemple pour vous montrer la manière dont on se positionne. Vous avez plusieurs types de posts sous les yeux, des posts très très friendly, fun, des quiz qui marchent bien, qui font de la réaction, qui vont permettre de créer du lien avec les fans, qui vont générer du commentaire et qui vont du coup, je parlais des algorithmes, bien répondre aux différents enjeux et donc donner de la visibilité à la page. Et puis, une fois qu'on a fait ça, le troisième tiers, si on peut résumer 2 tiers, 1 tiers, après ça va dépendre des entreprises et des marques. Là, on revient sur la marque, sur l'offre, sur les produits. Et c'est la bonne approche. Ça fait maintenant quelques années qu'on accompagne cette marque et on a pu mesurer que c'était la bonne approche, cet équilibre 2 tiers, 1 tiers, et qu'on arrive du coup à générer au moment où on va proposer des liens commerciaux ou pas, mais en tout cas des liens qui renvoient vers le site, on va générer plus de clics parce qu'on a fidélisé avec une approche plus friendly, plus communautaire sur les autres posts. Un exemple de contenu réussi, là encore, c'est absolument pas exhaustif tout ce qu'on vous montre, mais le format carrousel qui s'est fortement imposé ces dernières années, qui devient de plus en plus travaillé, avec cette lecture interactive qui marche très bien sur le mobile notamment, avec la fonction de swipe, de balayage au doigt des contenus, que ce soit sur les stories de bas en haut ou de manière latérale sur les carousels. Voilà, ça peut être des formats super riches sur lesquels vous pouvez dire beaucoup de choses et qui intègrent l'internaute, puisqu'il a un rôle à jouer déjà, de faire défiler les visuels, c'est déjà autre chose que de rester passif devant une image ou une vidéo. Voilà, pour terminer, les bons outils pour tout ça, se positionner avec des documents de cadrage, de la stratégie éditoriale. On a vraiment observé que pour chacun de nos clients sur lesquels on intervient sur le champ du social media, voire sur le champ de l'éditorial web, puisqu'il s'agit de ne pas isoler les réseaux sociaux. Une stratégie édito sur le digital, c'est aussi
les pages actu du site web, c'est aussi l'emailing, c'est aussi, pourquoi pas, les relations presse, c'est savoir connecter, là encore, le offline et le online. Et puis une charte visuelle, un exemple à droite, qui permet de poser le cadre des prises de parole, qui permet de maximiser l'attribution, c'est-à-dire que quand un internaute va voir un contenu de votre marque sur le réseau social, parce qu'il a l'habitude, il va tout de suite repérer que c'est vous qui parlez. Tu muscleras ton SEO grâce au web sémantique. Alors, tous les ans, le 31 décembre, on annonce la mort du référencement naturel, du SEO. Pourquoi? Parce que Google fait très régulièrement évoluer ses algorithmes et il est toujours plus difficile de comprendre comment Google fonctionne et quels sont les facteurs qui vont permettre à votre site d'émerger sur Google. Cependant, tous les 1er janvier, on annonce la résurrection du référencement naturel. Alors, sémantique, pourquoi? Depuis quelques années déjà, Google a mis en place du machine learning, de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les contenus, pour mieux comprendre ne serait-ce qu'une phrase dans son contexte, pour comprendre qu'un pronom personnel est en rapport avec une entité, un nom, un prénom, un objet, un lieu lors du paragraphe précédent. En 2020, Google a communiqué sur BERT, qui est la dernière mise à jour, pour faire simple, de son intelligence artificielle. Quand je dis auto-apprenante, c'est-à-dire que avec le temps, BERT est en capacité de traiter quasiment toutes les demandes des internautes et de les reformuler en langage naturel pour apporter le bon résultat. Ici, sur cet exemple qui est apporté justement par Google, un internaute américain demandait « Est-ce que je peux aller chercher une prescription médicale à la pharmacie pour quelqu'un d'autre ?» Avant BERT, Google ne savait pas répondre à cette question parce que le « pour quelqu'un d'autre », il ne le comprenait pas. Avec BERT, Google est en capacité d'aller chercher un contenu qui n'est pas récent, qui date de 2002, on le voit dans la capture d'écran, mais qui est beaucoup plus pertinent pour l'internaute. Ça change aussi ça change aussi le travail que vous devez réaliser pour votre référencement naturel. Avant, on parlait mots-clés. Et on a quasiment oublié cette notion de mots-clés au profit de l'intention de recherche de l'internaute. L'intention de recherche, c'est quelle est la problématique de mon internaute devant un écran, quelle est sa motivation, quelles sont les questions qu'il se pose autour d'un sujet donné. Là, j'ai pris un outil qui s'appelle alsoasked.com, qui est un outil freemium, c'est-à-dire que vous avez plusieurs essais gratuits, qui va reprendre toutes les questions qui sont apparues dans les résultats de recherche de Google. On a un champ maintenant qui s'appelle « Autres questions posées ». Et ça va vous permettre de segmenter les questions posées par les internautes autour d'une thématique, de mieux comprendre son intention et de dépasser la simple notion de mots-clés. La notion de mots-clés, elle était corrélée, il y a quelque temps encore, à la densité sémantique. Par exemple, vous cherchiez lave-linge, eh bien, on estimait qu'il fallait répéter lave-linge, on va dire, 1 à 2 fois tous les 100 mots, c'est-à-dire même plus, hein, on arrivait à un taux de densité sémantique pour lave-linge de 5% sur certains sites. Ça n'apporte plus grand-chose à votre référencement naturel, parce que Google est plus intelligent. Ce que Google va essayer de voir, c'est est-ce que vous êtes un expert sur votre sujet? Est-ce que vous le développez sous différents aspects utiles à l'internaute, à la manière d'un prisme? Et est-ce que vous êtes légitime à parler de ce sujet? Donc, avec les outils qu'on a à disposition, Also Asked, donc les autres questions posées par les internautes, Answer the Public qui permet d'identifier les suggestions de recherche de Google, et aussi un petit truc, votre Google Search Console, qui est une mine d'informations, eh bien, vous décomposez ces intentions de recherche et vous en faites ce qu'on appelle un arbre des intentions. L'arbre des intentions, c'est tout simplement le découpage des différentes intentions de vos internautes en fonction de son parcours client, depuis la découverte de votre produit jusqu'à l'achat, et même après l'achat. Là, on prend l'exemple du leasing automobile. Eh bien, à la fin de mon contrat de leasing, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rends ma voiture? Est-ce que je peux la racheter? Est-ce que je peux prolonger mon contrat?
Et on peut aller très loin, très loin, très loin dans ces questionnements. Peut-être, si vous êtes familier du référencement naturel, vous avez entendu parler de cocon sémantique. Cet arbre des intentions, tel qu'on le développe chez Objectif Papillon, est très proche de cette notion de cocon sémantique. C'est tout simplement la feuille de route qui va vous permettre de développer les différents contenus qui apparaîtront sur votre site, les contenus éditoriaux, et qui vont appuyer votre offre commerciale. Plus le secteur est concurrentiel, plus vous devez aller en profondeur dans ce type de contenu à valeur conseil. Au passage, ces contenus, ils ne sont pas faits que pour le SEO, ils ont un intérêt pour l'internaute. Donc, on peut très bien les inclure dans une stratégie de storytelling, dans une stratégie de contenu pour les réseaux sociaux, et c'est ce qu'on fait chez Objectif Papillon. Enfin, quand on parle de sémantique, on parle de données structurées. Alors, Google est très intelligent. Malgré tout, dans le code source, il faut de temps en temps lui indiquer à quoi correspond un contenu. Et il existe des données structurées ou des données sémantiques qui sont normalisées dans un vocabulaire que vous trouvez sur un site qui s'appelle schema.org et que votre développeur, normalement, est en mesure d'implémenter sur votre site, qui vous permet de coder les contenus de votre site, pour faire simple, pour expliquer, par exemple, à Google que ce contenu correspond à une FAQ et que dans cette FAQ, il y a des questions et des réponses. La cerise sur le gâteau, c'est d'avoir ce qu'on appelle des extraits enrichis dans Google, donc des résultats de recherche enrichis avec ces données structurées. Ici, je prends toujours l'exemple du leasing. On a une page Leasing Peugeot, et dessous, on a la reprise automatique de certaines questions-réponses qui apparaissent dans le contenu. C'est un très fort call to action. On n'est pas obligé d'être premier sur la requête pour capter plus de clics. Et ça vous incite aussi à produire du contenu plus utile pour l'internaute sur vos pages commerciales. Je répondrai aux questions sur le SEO un peu plus tard. Jusqu'à quelle finesse de langage Google peut-il aller? Alors, Google travaille dans à peu près toutes les langues, en anglais, en français, en allemand, et ce qui le perturbe le plus, c'est les langues japonaises et chinoises. Espagnol, évidemment, aussi. Je passe au 7e point clé où je vais vous parler de retargeting, et notamment de retargeting personnalisé. Donc, pour rappel, le retargeting, c'est l'action de recibler les personnes qui sont déjà venues sur votre site web, les visiteurs de votre site web. Pourquoi est-ce que toute campagne digitale devrait-elle débuter par du retargeting ? Tout simplement parce que sur votre site internet, vous avez probablement déjà du trafic qualifié et donc des potentiels prospects qualifiés. Si vous ne mettez pas en place une campagne ou plusieurs d'ailleurs de retargeting, vous avez une petite perte finalement de cette audience et ce serait dommage de ne pas profiter entre guillemets de cette audience déjà qualifiée qui est déjà intéressée par votre marque puisqu'elle a déjà navigué sur votre site internet. Ce qu'on observe aussi dans les campagnes de retargeting, c'est qu'en général, le coût par conversion est bien inférieur en retargeting que sur d'autres campagnes de conquête, notamment sur AdWords par exemple. C'est ce qu'on voit dans le petit schéma qu'on vous a mis en bas. Alors, 3 entreprises ABC de 3 secteurs différents. On avait un constructeur, de l'auto et une grande école, il me semble. Et on voit que sur ces 3 secteurs différents, les coûts d'acquisition sont bien plus bas sur le retargeting que sur la conquête. C'est expliqué notamment par le fait que les visiteurs de votre site internet sont déjà finalement plus avancés dans leur recherche et dans leur processus de réflexion que lorsque vous les ciblez par d'autres supports et où ils ne vous connaissent pas forcément déjà, ils ne sont pas forcément encore intéressés par vos produits ou par vos services. Un autre avantage des campagnes de retargeting, c'est que vous pouvez gérer très finement la répétition de vos campagnes, ce qu'on appelle le capping. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, je veux que les internautes voient seulement ma publicité 5 fois dans la semaine, par exemple. Vous pouvez choisir moins ou plus, évidemment, en fonction de vos objectifs.
et ça permet tout simplement de ne pas bombarder en continu les mêmes personnes jusqu'à qu'ils n'en puissent plus de votre marque. Là, l'objectif, c'est vraiment de le gérer pour leur donner envie sans les agresser finalement. Un autre point sur le retargeting, le gros avantage du retargeting, c'est qu'on peut adapter les campagnes à ses objectifs. C'est ce que je disais, ce qu'on ne veut pas dans le retargeting, c'est bombarder les internautes avec un seul message qu'ils vont voir 15 fois en continu pendant 3 mois. Ce qu'on veut en revanche, c'est mettre en place plusieurs campagnes avec plusieurs messages qui correspondent à plusieurs objectifs. Par exemple, si je veux plutôt être dans un rappel à l'esprit de ma marque, je peux mettre en place des campagnes de retargeting, donc que ce soit en display ou sur les social ads, en fil rouge tout au long de l'année, qui va par exemple évoluer en fonction de mes actualités corporate, de mes actualités commerciales, etc. Si je veux booster mon volume de prospects ou mon volume de vente, là, je vais être dans un retargeting beaucoup plus punchy, où je vais mettre en avant mes offres promo, mes produits. On peut aussi aller sur du retargeting dynamique. Le retargeting dynamique, c'est par exemple, je consulte sur un site internet une paire de chaussures bleues et le lendemain, je vois exactement cette paire de chaussures qui m'est reproposée. Et là, on est dans un retargeting très, très précis et totalement personnalisé finalement en fonction de la visite et du parcours un petit peu de l'utilisateur sur le site. Troisième objectif, je veux valoriser l'actualité de ma marque. Là, on va être dans du retargeting plus événementiel. Par exemple, si j'ai une actualité sur mon site internet qui parle d'un salon auquel je vais participer, je peux intégrer cette actualité à ma campagne de retargeting pour que tous les visiteurs de mon site voient que je participe à tel salon et peut-être leur donner envie d'interagir avec mon entreprise. Donc, pour conclure vraiment sur le retargeting, c'est d'abord de l'utiliser avec parcimonie, c'est ce que je disais notamment avec le capping, et aussi de l'adapter vraiment à la fois à vos objectifs et aux différentes séquences de communication de votre marque. Allez, on avance sur le sujet suivant, qui est un sujet majeur de cette année, c'est les évolutions du RGPD. Rapide historique aux origines, la publicité personnalisée, l'industrie s'est-elle trompée? Une prise de conscience globale des différents acteurs professionnels. Est-ce qu'on ne serait pas allé un peu trop loin sur le ciblage, sur le consentement de l'internaute, dans le nombre de pubs et dans la qualité des pubs qu'on lui envoie, dans les données aussi qu'on compile sur chacun des internautes? Des scandales, Cambridge Analytica, l'élection de Donald Trump et la dérive de l'usage de données personnelles dans un cadre politique, le scandale Edward Snowden avec la NSA, tout ça a participé à l'émergence d'une réglementation à l'échelle européenne. Rapide historique donc, 2018, premiers atermoiements, les recommandations RGPD, sécurisation et conservation des données personnelles, donner plus de transparence et d'information à l'internaute, mais un petit bandeau très peu contraignant, pas forcément très appliqué par la majorité des acteurs, et surtout une CNIL au niveau de l'échelle française qui ne tape pas encore sur les doigts des entreprises, ou encore très peu. 2019, ça évolue un petit peu, des règles peu appliquées, mais quand même une évolution chez les grandes entreprises qui prennent conscience de l'importance de ces enjeux. En tout cas, les règles bougent. Je ne trace l'internaute qu'avec son accord. Un gros bandeau, de façon à obliger l'internaute à déclarer son choix. Et puis, peu d'options, notamment pour tout refuser. Donc, les règles 2021, la mise en conformité. D'abord, avant de vous parler des règles, vous dire que la CNIL a donc annoncé qu'à partir du début du mois d'avril, elle allait sévir sur le sujet, et donc voilà, qu'il fallait qu'à tout niveau, grandes entreprises, mais pas que, les entreprises de toute taille doivent désormais faire très attention à ça et se conformer aux différentes recommandations. Donc concrètement, le refus du traçage doit être aussi simple que l'acceptation.
On doit proposer à l'internaute de cliquer sur refuser tout. Là où aujourd'hui, parfois, il faut vraiment cliquer sur plein de petits boutons pour finalement avoir fini par tout refuser. L'absence de refus ne vaut pas consentement, ça change complètement la donne. Un internaute qui arrive sur votre site, qui n'a cliqué sur rien, eh ben, pour l'instant, vous ne pouvez pas compiler de données et les cookies, en tout cas publicitaires, ne fonctionnent pas. Excusez-moi, je suis revenu en arrière. Donc concrètement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Google s'est déjà adapté. Deux sujets. D'abord, en préambule, dire que Analytics, l'outil Google Analytics, qui permet à la majorité des sites français, puisque 80% des sites français l'utilisent, d'analyser la qualité du trafic, la source des internautes, etc. Pourquoi c'est un cheval de Troie? Parce qu'en fait, Google propose cet outil gratuitement, même s'il y a une version payante, mais la plupart des entreprises l'utilisent de manière gratuite depuis de nombreuses années, et que Google se nourrit des informations que Analytics vous donne sur votre propre site. Pourquoi on vous dit ça? Parce que Google a un coup d'avance sur tout le monde. La restriction de l'usage des cookies pour cibler efficacement les internautes va pas forcément toucher les plus grands acteurs du type Google et Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres moyens d'avoir des informations sur les internautes et donc ils ont un coup d'avance. Il y aura d'autres manières de cibler les internautes en fonction notamment de l'affinité et du comportement des internautes, au-delà du retargeting dont on vient de parler. Google a développé une solution, et ça change la donne, et c'est quand même une bonne nouvelle pour les gens qui font le même métier que nous. On va avoir la possibilité de différencier les cookies publicitaires et les cookies de statistiques. Ça veut dire que si l'internaute refuse les cookies publicitaires, on pourra tout de même avoir un certain nombre d'informations sur le trafic. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ces informations-là, elles nous permettent aussi d'être meilleurs, de proposer un site qui colle aux attentes de nos publics. Donc pour terminer sur le sujet RGPD, nos recommandations, attention, le but, c'est pas de vous faire stresser, mais 2 mois pour se mettre en conformité pour respecter le timing imposé pour la CNIL. Installer ce qu'on appelle une Consent Management Platform. Donc, ce sont des outils dont vous avez déjà dû voir de très nombreuses occurrences. Ça se développe beaucoup depuis les dernières semaines, notamment sur la partie en bas à gauche de votre écran, qui sont des outils qui vous permettent justement de monitorer l'acceptation par l'internaute des différents cookies. Et puis une fois qu'on a dit ça, il y a le côté respecter RGPD sur son site. Ça, c'est la loi et vous allez devoir le faire. Et puis ensuite, comment on réagit en tant que professionnel du web marketing? Repenser ses ciblages publicitaires, plus d'affinitaires, plus des géolocs. Manon le disait tout à l'heure. Proposer aussi une expérience utilisateur fluide et agréable pour que l'internaute continue d'avoir un bon niveau d'expérience lorsqu'il fréquente votre site et qui continue de participer à votre écosystème digital et puis faire preuve de transparence sur l'usage des données. Aurélien? Non, c'était ta partie, ça, ou moi? Je ne sais plus. Tu feras de tes collègues des ambassadeurs. Pardon. Alors, on va parler LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez un levier très puissant pour faire décoller la visibilité des posts de votre page et la visibilité de votre entreprise plus globalement. Ce sont vos collaborateurs. Globalement, une page LinkedIn qui publie une actualité arrivera à l'adresser à 20% de ses followers. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Si les collaborateurs jouent le jeu, commentent pour que la publication soit mieux perçue de l'algorithme de LinkedIn, partagent sur leur profil avec une mise en perspective, cette portée sera beaucoup plus importante. Et plus vous avez de collaborateurs, évidemment, plus la portée sera importante. Pourquoi? Parce que vos collaborateurs, ils ont en général, on a fait un petit test, entre 300 et 1200 contacts. Donc, vous multipliez d'autant la portée de votre message initial. Ça veut dire aussi que vous devez animer votre communauté d'ambassadeurs. On le voit chez nos clients, les collaborateurs ne partagent pas spontanément.
Alors, au mieux, ils like, c'est déjà ça. Et lorsqu'ils partagent, ils partagent sans contextualiser l'information. Ou alors, tout simplement, ils ne savent pas quoi partager. Ça peut arriver, puisque la page entreprise n'est pas nécessairement très développée. Ce qu'on met en place chez Objectif Papillon, ce sont des notes de veille à destination d'une petite communauté d'ambassadeurs qui est animée en interne pour faire décoller la visibilité de la page LinkedIn. Nous leur apportons des bonnes pratiques, des informations à partager sur leur secteur d'activité, évidemment. On ne partage pas des beaux petits chats sur LinkedIn, on partage de l'information constructive. Ce qui est important aussi, c'est que la marque joue son rôle de marque employeur, donc valorise ses employés, valorise leurs compétences, leurs actions. Et c'est ce qui va aussi stimuler l'intérêt de ses collaborateurs ambassadeurs pour LinkedIn et pour interagir avec la page. Voilà, on va terminer ces 10 commandements avec une recommandation qui n'est pas nécessairement complètement liée à la communication digitale. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement lié à la communication de manière plus globale de chaque entreprise. Ça fait écho évidemment à l'année 2020 complètement exceptionnelle que nous venons de traverser, mais pas que. Hein. Les enjeux RSE se sont imposés dans les dernières années, indépendamment de la crise Covid. Donc, l'éternelle quête de sens. Donner du sens pour une entreprise, qu'on soit en B2C ou en B2B, n'a jamais autant été à la mode. Une fois qu'on a dit que c'était à la mode, la question c'est quel est l'essentiel en tant qu'entreprise? Qu'est-ce qui fait que je me différencie de mes concurrents? Qu'est-ce qui fait que sur un même marché, avec des produits parfois comparables, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas le même que mon concurrent? Qu'est-ce qui fait mon identité propre? Une communication de marque de plus en plus incarnée. Même en B2B, j'insiste sur le sujet parce que souvent en B2B, on a oui, mais nous, c'est pas la peine, l'essentiel, c'est le produit. Non, en B2B, on se rend compte aussi qu'il y a une importance de plus en plus forte de l'incarnation en fait du message de marque avec des collaborateurs, avec des visages, avec des personnages, avec des publics, en tout cas avoir des messages qui ne sont pas impersonnels et qui ne sont pas interchangeables, c'est de plus en plus important. Des enjeux sociétaux et environnementaux qui s'imposent. La question à 100 000 euros à laquelle je n'ai pas la réponse, mais que je vous pose en forme d'énigme, c'est doit-on donner du sens ou le révéler? Évidemment, c'est une vraie question. Il y a souvent déjà, de par la culture de l'entreprise, qu'elle soit toute petite ou énorme, il y a déjà une culture, il y a déjà une identité, il y a déjà du sens de la manière dont on recrute les profils qu'on va faire rentrer dans l'entreprise. Tout ça n'est pas forcément lié à la communication. Et donc, l'idée, avec ce commandement, c'est de vous dire que dans votre communication, tout ça, ça doit transparaître d'une manière ou d'une autre. Quelques exemples. Alors, un exemple qui est évidemment très particulier. Nike, la marque Nike, qui a fait de Colin Kaepernick un footballeur américain qui s'est engagé contre Trump dans la cause des droits pour les Noirs américains, sa personnalité mascotte de sa campagne, je crois que c'était il y a 3 ans. Bon, on est vraiment sur un cas très particulier, une marque qui prend ouvertement position contre le chef de l'État dans un pays traversé par des clivages très forts. Je ne suis pas du tout en train de vous dire attention, il faut s'en inspirer, mais en tout cas, ça montre l'époque que nous sommes en train de traverser, qu'une marque aussi grand public prenne le risque de tourner le dos à un grand nombre de clients potentiels. La RSE s'impose partout, dans la grande distribution, dans l'habillement, dans des éléments de communication B2C. Gagner la confiance des internautes, une étude qui est sortie ce matin, un exemple tout frais que je suis allé chercher à l'instant. Decathlon, entreprise la plus crédible selon une étude menée en France. Pourquoi? C'est quoi les 3 facteurs de confiance principaux? La qualité des produits et des services. Donc ça veut dire que la communication
peut pas tout faire, hein. Il faut d'abord avoir une offre de qualité. Les conditions de travail des collaborateurs, super intéressant de voir que c'est aujourd'hui en deuxième position des critères de confiance de la part des internautes dans une marque. Et la capacité à être à l'écoute des besoins et des avis clients, là encore, être à l'écoute, savoir analyser d'une part le trafic, savoir aussi être à l'écoute des réseaux sociaux, de ce qui remonte de la base de clients. Super intéressant hein, d'observer ça. Je pense que si on avait fait le même sondage il y a 2, 3, 5 ans, on n'aurait pas eu, par exemple, les conditions de travail des collaborateurs aussi haut dans les facteurs de confiance. Nos recommandations en la matière. Se positionner n'est pas obligatoire. Attention, hein, ce n'est pas le message. On n'est pas en train de vous dire n'importe quelle entreprise, B2B, B2C, doit s'engager sociétalement. Non. En revanche, être connecté au monde, c'est super important. C'est devenu important encore plus en 2020, hein, avec la crise Covid. On a eu des messages de marque complètement déconnectés de la grave crise que nous sommes en train de traverser, qui ne sont pas du tout passés. Faire très attention à ça. La communication, elle ne peut plus ignorer les tendances de fond, hein, au-delà du Covid, mais débats sociétaux, environnementaux, etc. Voilà, il s'agit de l'intégrer. Ça ne veut pas dire qu'on prend la parole sur ces sujets, mais on les intègre dans la manière dont on va construire notre communication. S'engager, ça commence par être authentique, c'est-à-dire ne pas tricher, ne pas faire semblant. Et plus que jamais, la communication de marque doit être incarnée et centrée sur l'humain, y compris sur des sujets B2B, je le répète. Voilà, on a terminé sur ces 10 commandements. On a été un tout petit peu plus long que prévu, puisqu'il est 11h55. On va maintenant passer à la phase de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à continuer à le faire, à poser vos questions hein, dès maintenant, puisqu'on va continuer à y répondre. Pour ceux d'entre vous qui ont envie de jouer les prolongations, on va rester ensemble. Et puis, évidemment, étant donné qu'on a été un tout petit peu plus long que prévu, on va essayer de répondre aux questions qu'on a reçues. Alors, donc je suis en train de faire le tri parce qu'on a déjà répondu à un certain nombre de questions. Alors, bon, très rapidement, pour répondre à Emma, il n'y a pas de différence. La différence entre une landing page et la page d'atterrissage, c'est qu'on parle français ou qu'on parle anglais, mais globalement, on est sur le même sujet. Après, effectivement, il est possible dans une campagne, de faire atterrir des internautes sur votre site, hein, sur une page que vous avez choisie, la page d'accueil, une page dédiée, une page produit, etc. Et dans ce cas-là, dans un jargon marketing, on pourra aussi considérer que cette page est la page d'atterrissage de la campagne. Donc là, pour le coup, ce ne sera pas forcément une landing page. Alors, j'avance. Ça, on y a déjà répondu sur le SEO. Alors, une question de Jérôme. Sur LinkedIn, si on n'a pas de collaborateurs, passer par d'autres référents, mais comment les cibler? Aurélien, est-ce que tu veux répondre à ça? Disons que là, si vous n'avez pas de collaborateurs, ce sont vos relations presse qui vous permettront d'acquérir un peu de visibilité, le partage des journalistes, d'influenceurs sectoriels. Vous avez une multitude d'influenceurs sectoriels sur LinkedIn et sur d'autres réseaux sociaux. Baptiste, tu peux peut-être compléter, c'est plus ton sujet, l'influence sur les réseaux sociaux? Oui, alors il y a plein de manières de prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais pas que. Mais en tout cas, sur LinkedIn, aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que les comptes personnels ont plus de visibilité que les pages entreprises. Et c'est aussi pour ça qu'on a insisté tout à l'heure avec ce qu'a dit Aurélien sur l'importance d'avoir des collaborateurs qui prennent la parole. Si vous n'avez pas de collaborateurs, vous avez au moins la possibilité vous-même de prendre la parole. LinkedIn offre de très nombreuses fonctionnalités. Une fonctionnalité qui est souvent méconnue, c'est la fonctionnalité d'article sur LinkedIn, qui s'appelle aussi LinkedIn Pulse. Quand vous cliquez dans le champ qui vous permet de faire une publication, beaucoup de gens n'ont jamais testé parce qu'ils n'ont pas la curiosité de regarder. Cliquez sur article, vous avez la possibilité de publier directement dans l'interface LinkedIn un format d'article qui s'apparente un peu à un article de blog que vous pouvez illustrer. Ça marche très bien, ça génère beaucoup d'interactions et de commentaires, donc ça fait partie des pistes si vous n'avez pas forcément de caisse de résonance. Et après, effectivement, la notion d'influence sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment, on a des groupes thématiques sur des sujets métiers dans lesquels vous pouvez interagir avec des confrères ou des clients potentiels sur des sujets vraiment pro. Tu parlais des confrères, on peut aussi activer son réseau de partenaires, fournisseurs qui pourront vous donner un peu plus de visibilité et qu'on a tendance à oublier. Une question de Paul. La newsletter ne finit-elle pas majoritairement dans les courriers indésirables des cibles, sans visibilité?
Oui, si vous ne nettoyez pas votre base de données de clients, petit à petit, en effet, elle va s'user. Il faut la nettoyer, l'actualiser. Sur un client, par exemple, on n'envoie plus d'emailing aux prospects qui n'ont pas ouvert un des 3 précédents emailing. Mais en général, on a toujours de très bons résultats. Le souci vient souvent de votre base de données, de votre base de données client, et vous pouvez vous retrouver blacklisté par les outils de routage. Sur les newsletters, il y a plein de choses à faire. Il y a des newsletters d'entreprise qui sont envoyés à tout le monde. Il y a des newsletters thématiques, si vous souhaitez mettre l'accent sur une particularité de votre offre. Il y a aussi la possibilité de faire des relances. Pour vous donner une confidence, dans le cadre de ce webinaire, nous, on a une base Objectif Papillon à laquelle on envoie des emailings régulièrement. On a envoyé un email pour annoncer que ce webinaire avait lieu ce matin à 11h. Et ensuite, on a fait une relance qui a été envoyée uniquement aux non-ouvreurs du premier emailing, puisqu'on utilise un outil qui nous permet de le savoir. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques. On reste sur le sujet emailing. Le cold emailing en B2B, opt-in ou pas opt-in? Oui, opt-in, bien sûr. Attention, hein, la prospection en emailing, c'est une pratique qui peut très très bien fonctionner, mais soit c'est un fichier dont vous êtes prioritaire, soit c'est un fichier emailing que vous avez acquis, mais de manière complètement clean et que vous pouvez. Voilà, il vous appartient de pouvoir le prouver hein, si vous avez derrière une demande de la CNIL. Donc attention, hein, les techniques de growth hacking avec du scrapping, alors je parle peut-être chinois pour un certain nombre d'entre vous, mais les techniques qui permettent d'aller scanner, par exemple, tous ces contacts LinkedIn, d'en extraire un emailing et ensuite d'écrire à tout le monde, ça marche peut-être très bien, mais ce n'est pas du tout RGPD friendly. Voilà. Et vous allez vous faire griller auprès de votre plateforme d'emailing. Une demande de Martin. Merci pour votre présentation. Dans le cadre d'un budget limité, sur quel axe du digital marketing se focaliser? Alors là, c'est la question. C'est la question que détestent tous les consultants en marketing parce qu'on ne sait pas, Martin, dans quel secteur vous êtes, on ne sait pas quel est votre public, etc. C'est toujours très compliqué de répondre comme ça de manière assez abstraite. Donc évidemment, ça dépend de vos objectifs, de vos produits, de votre offre. Ce qui est intéressant, juste pour résumer ce qu'on a dit au niveau de la pub, c'est que même avec un petit budget, il y a des choses qui marchent bien. Voilà, on a parlé retargeting. On a parlé programmatique en vous expliquant que notre pratique, c'est de la programmatique très quali, où on va vraiment segmenter les inventaires et choisir les sites sur lesquels on va diffuser les pubs. Il y a évidemment la publicité sur les réseaux sociaux, il y a évidemment le référencement payant, etc. Il y a plein de leviers publicitaires. Bon, il y a des choses qui fonctionnent, y compris avec des petits budgets. Hein, par exemple, sur les réseaux sociaux, si vous mettez de l'énergie, du temps à créer du contenu de qualité, c'est vraiment dommage de ne pas du tout avoir de budget de promotion de poste. Et un budget de promotion de poste, ça peut être 50 à 100 euros par mois. C'est déjà un début qui permet de booster l'audience de vos posts. Et c'est pas mal parce que nous, on a observé hein, que des entreprises qui font vraiment les efforts avec une animation de qualité, parfois ça ne suffit pas à générer du commentaire et de l'interaction, parce que tout simplement, il n'y a pas le petit coup de pouce de la pub qui, même sur des budgets limités, aide vraiment la visibilité de tout ça. Opt-in, ça veut dire quoi? Opt-in, ça veut dire qu'on a proposé à l'internaute de donner son consentement pour l'utilisation de son adresse mail. Et donc, s'il n'a pas validé, normalement, on ne lui envoie pas de mail. Voilà. Donc, ça fait partie effectivement des critères à prendre en compte sur les recommandations RGPD. On va terminer sur la question de Pierrick. Pouvez-vous nous conseiller des plateformes afin de mettre en place et gérer nos campagnes display, notamment le zoning? Alors, je pense que quand vous parlez de zoning, là, vous parlez du ciblage géographique et le choix des médias où notre publicité va apparaître. Je laisse Manon répondre à ça. Pour mettre en place des campagnes display, la fameuse régie Google, hein, c'est une des premières plateformes pour faire du display. Et en ce qui concerne du
ciblage, je pense que la première des choses à faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de vous poser la question où est-ce que peut se trouver ma cible sur Internet, de reprendre un petit peu votre parcours persona en tête et de vous demander où c'est qu'ils sont. Enfin, typiquement, si je fais une campagne pour une formation, par exemple, je vais pouvoir me dire que je vais être affichée sur des sites d'orientation scolaire, ce genre de choses. Vraiment, tout part de la cible. Et c'est vraiment les questions qu'il faut se poser avant de créer ce fameux annuaire de sites, ce fameux bouquet de sites. On va s'arrêter là. Un grand merci à vous tous, même si un certain nombre de participants qui nous ont déjà quittés. Un grand merci, c'était super intéressant. On a été peut-être un petit peu long sur la présentation et du coup, peut-être qu'on a dû, on n'a pas forcément répondu à toutes les questions. Pour ceux qui sont voilà. il y aura bien un replay mis en ligne demain sur notre site internet. J'ai revu passer la question là, il y a quelques secondes. Oui, absolument. Donc, le replay sera bien disponible dès demain sur notre site. Et puis, vous pouvez nous trouver sur les réseaux, sur notre site web. N'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin dans la conversation, à venir échanger avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.